Radio France Internationale présente le Club de la presse du Tiers-Monde. Une émission animée par Hervé Bourges. Club de la presse du Tiers-Monde de Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, président de la République du Burundi. Enclavé en pleine Afrique centre-orientale, entre le Rwanda, le Zaïre et la Tanzanie, le Burundi, petit pays de 28 000 km² et de 4 millions d'habitants, a vécu de 1965 à 1972 des déchirements internes tragiques et sanglants qui firent des dizaines de milliers de victimes. Indépendant depuis 21 ans, le Burundi n'a vraiment trouvé son équilibre qu'en 1976, avec l'accession au pouvoir du colonel Jean-Baptiste Bagaza et la proclamation de la Seconde République. Et en 7 ans, tout a changé. Sur le plan politique, les luttes intestines ont cessé et le Burundi avance à grands pas sur le chemin de la démocratisation. En novembre 1981, les Burundais se sont rendus aux urnes pour approuver leur nouvelle constitution. En 1982, ils ont élu leurs députés et l'année prochaine, c'est le président de la République qui devrait être élu au suffrage universel. La fonction du parti unique, UPRONA, est essentielle et si Jean-Baptiste Bagaza est lui-même colonel, pas question pour les Burundais de comparer leur système à un régime militaire. Je crois que le président, d'ailleurs, lui-même, non seulement ne le souhaite pas, mais refuse cette qualité. Sur le plan économique, le développement rural est la priorité absolue. Il faut dire que 94% de la population active se consacre aux 800 000 exploitations familiales. L'attachement à la terre est ancestral et bon nombre de citadins, et parmi eux les ministres, retournent à la campagne en fin de semaine pour travailler leurs parcelles de terrain. Grâce à une politique dynamique d'intensification de la production, grâce à une réforme agraire bien menée et au programme de villagisation, c'est-à-dire de création de villages équipés et de coopératives dans les villages et dans les campagnes, où l'habitat était dispersé à l'extrême, le Burundi a atteint un objectif majeur, l'autosuffisance alimentaire, et nous y reviendrons vraisemblablement tout à l'heure. Ce processus se déroule de façon exemplaire, dans une concertation permanente qui permet à 40 000 délégués paysans de se réunir tous les 2 ans en congrès dans ce que je crois être 151 communes du pays pour discuter et affiner les projets gouvernementaux. Parallèlement, les cultures industrielles de produits exportables, le coton, le thé et surtout le café qui a obtenu 3 années de suite le trophée mondial pour sa qualité, se sont développées et procurent au Burundi des recettes qui complètent utilement l'aide internationale. Dans son développement économique, le Burundi est handicapé par l'exiguïté de son territoire et son enclavement. La capitale, Bujumbura, est à 1600 km de l'océan Indien et à 2000 km de l'Atlantique. Les communications terrestres dépendent donc étroitement de la bonne volonté des États voisins, mais ce handicap constitue peut-être aussi un atout psychologique, renforçant le sentiment national burundais et mobilisant les énergies sur la voie du développement et de l'indépendance économique vis-à-vis des grands voisins. Le principal artisan de ce changement qui distingue le Burundi de bien des États africains, Jean-Baptiste Bagaza, colonel formé à l'école militaire belge, un peu moins de 37 ans, et chef de l'État burundais depuis 7 ans. Démocrate progressiste, affable et souriant, très attaché à l'indépendance de son pays, il a énoncé au cours d'un récent congrès de l'UPRONA les 5 principes sur lesquels repose la politique extérieure de son pays: le bon voisinage, le non-alignement positif, la non-ingérence dans les affaires des autres États, la coopération internationale, le droit à l'autodétermination et le soutien au mouvement de libération. C'est au nom de ces principes que le Burundi prend souvent des positions diplomatiques originales, nous y reviendrons tout à l'heure. En octobre 1982, il accueillait à Bujumbura François Mitterrand, premier président français à se rendre en voyage officiel au Burundi. Aujourd'hui, c'est au tour du chef de l'État burundais de venir en France pour renforcer les liens de coopération qui unissent les 2 pays depuis 1963. Pour vous interviewer, Monsieur le Président, un certain nombre d'invités de Radio France Internationale, Bouzid Kouza, directeur adjoint de la rédaction Africasie, Pierre Aski, responsable de la rubrique Afrique au quotidien Libération, Hamza Kaidi, chef d'enquête à Jeune Afrique, Antoine Tamvikevio, directeur de la radio du Burundi, Jean-Claude Pomonti, journaliste au service Afrique au quotidien Le Monde, et Pierre Séguillon, rédacteur en chef de Témoignages chrétiens. Tout de suite, une première question, Monsieur le Président, si vous le permettez. Vous venez de terminer votre voyage, pas français, mais parisien, puisque vous allez vous rendre demain à Lyon. Vous avez rencontré le président de la République, vous avez été son hôte, vous avez rencontré le ministre des Relations extérieures et un certain nombre de personnalités. Vous étiez invité à déjeuner du CNPF,
Quelles sont vos impressions et quels sont les résultats de votre visite? Les résultats de ma visite sont excellents. Nous étions venus en visite officielle de travail sur l'invitation du président Mitterrand et du gouvernement français. C'était une visite d'amitié, de coopération, dans la confiance. Nous avons pu donc parler des problèmes qui sont nôtres, particulièrement les problèmes concernant les relations bilatérales, les problèmes de coopération, les problèmes d'échange culturel, les problèmes d'investissement. Et nous avons obtenu des résultats concrets dans tous ces domaines. Les programmes qui étaient en cours vont continuer, d'autres vont commencer dans les domaines où la France s'est engagée chez nous, dans le domaine de la coopération. Nous avons rencontré beaucoup de personnalités du gouvernement français concernées par les affaires du Burundi, le ministre des Relations extérieures, le ministre de la coopération, le ministre de la Défense nationale. Nous avons, comme vous venez de le dire, rencontré le Conseil national du patronat français, où nous avons pu exposer les possibilités d'intervention, les possibilités d'investissement, les possibilités d'action des entreprises et des industries françaises, que ce soit dans le domaine des industries de transformation, que ce soit dans le domaine des industries ou des entreprises de services, dans les entreprises de travaux. Ils connaissent maintenant qu'ils ont une part importante à jouer dans le développement de l'économie du Burundi. C'est donc vous dire que, après avoir vu tout ce qui était prévu sur le programme, nous pouvons vous dire que nous sommes satisfaits de notre passage à Paris et que demain nous continuons une visite quelque peu différente, puisque nous allons visiter des projets de développement, des projets de production en province. Pierre Aski, Libération. Dans quel secteur en particulier est-ce que vous souhaitez une intervention accrue de la France? Et est-ce que, après votre visite au CNPF, il y a des investissements qui se présentent dans votre pays? Oui et non. Les membres du CNPF qui ont bien voulu me recevoir sont d'abord ceux qui connaissent déjà le pays. Et ils ont amené avec eux ceux qui le connaissent moins. Et nous avons donc pu passer en revue les possibilités d'intervention. Il y en a qui ont accepté de venir dès les semaines à venir, voir, prospecter comment est-ce qu'ils peuvent intervenir. Des banquiers ont accepté de venir, des industriels de l'agro-industrie ont accepté, des commerçants sont prêts à venir au Burundi, des bureaux d'études, des bureaux de gestion ont accepté de venir la semaine prochaine. C'est donc qu'ils sont réellement sensibilisés aux possibilités qu'offre le Burundi actuel à ceux qui possèdent des compétences, des finances et qui acceptent, qui osent cette aventure du développement. Toujours dans le domaine des relations avec la France, une question de Pierre-Louis Séguillon. Oui, je crois qu'il y avait notamment parmi les dossiers à traiter deux dossiers, l'un concernant la création d'un réseau de télévision couleur et l'autre la création d'un ensemble pouvant accueillir des conférences internationales. Où est-ce qu'on en est sur ces dossiers? Le premier, c'est un dossier qui a commencé l'année passée et dont l'élaboration continue. Nous nous sommes mis d'accord que ce dossier doit continuer et que les résultats, ça veut dire les premières émissions de télévision, devraient avoir lieu l'année prochaine. Le deuxième dossier nous est quelque peu inconnu. Nous n'avons jamais présenté ce dossier à la coopération française. Mais il était question de construire un centre de conférence. Il y a eu des études qui ont été effectuées, mais le dossier a été géré par nous-mêmes parce que nous estimions qu'il revenait plus fier. Antoine Tamiké, Monsieur le Président, je voudrais vous poser une question concernant, d'une manière générale, la coopération avec la France dans le domaine des coopérants en particulier, qui sont de plus en plus nombreux. Est-ce que, d'une manière générale, vous êtes satisfait de la coopération qu'apporte la France dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation en particulier? Il faut d'abord faire remarquer que la coopération entre la France et le Burundi sont basées sur des principes simples. C'est d'abord que les coopérants viennent quand nous leur demandons de venir et qu'ensuite ils viennent dans des conditions que le gouvernement français autorise.
Et cela fait partie d'un protocole particulier. Si donc il y aurait un secteur où les coopérants ne seraient pas utiles, satisfaisants, cela n'est pas nécessairement de la faute ou des coopérants, mais plutôt ou peut-être de notre administration. Pour le moment, nous n'avons rien à relever de cette sorte. Partout où les coopérants français interviennent, ils sont satisfaisants. Ceux qui travaillent avec eux, ceux qui les font travailler, ils sont contents. Et nous n'avons aucune inquiétude à cet égard. J'ai une question peut-être d'ordre plus personnel. Votre pays n'a pas des liens aussi traditionnels avec la France que d'autres pays d'Afrique francophone, bien sûr, puisque son histoire est différente. Mais j'étais à Bujumbura lors de la visite du président de la République française, François Mitterrand, et manifestement, entre vous et lui, ça a accroché, ça marchait. C'était manifeste. Le président Mitterrand, d'ailleurs, ne se cachait pas de la satisfaction qu'il avait à se trouver dans votre pays et à connaître un homme tel que vous. Alors, à votre avis, à quoi tient ces relations, je dirais, privilégiées qui, d'emblée, se sont établies entre les deux chefs d'État? Votre question en comporte deux. D'abord, il y a réellement une tradition de coopération entre le Burundi et la France. Et cela est lié à une histoire toute récente qui tient du fait que dès l'indépendance, les gouvernements français qui sont succédés ont toujours voulu une présence active française dans les pays francophones, c'est évident. Et ensuite, le gouvernement du Burundi n'a pas refusé cette présence, il l'estimait rentable, il l'estimait efficace. Et le gouvernement du Burundi l'a encouragé. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à un tissu de relations variés, multiformes et enrichissants, qui sont arrivés à un point tel qu'il s'est impensable de le mettre en cause. Ensuite, la deuxième question, c'est la visite que le président Mitterrand a effectuée chez nous. C'est une visite qui l'a beaucoup intéressé, qui nous a beaucoup intéressés. Et je pense que il y a eu un accord de sympathie entre le président Mitterrand et moi-même, et je pourrais expliquer du fait que d'abord le président Mitterrand c'est un homme d'expérience, qui connaît les problèmes africains et qui sait ce que nous attendons de lui, et que nous sommes des gens pratiques et qui acceptent de traiter sur des problèmes concrets. Et lorsqu'il est venu à Bujumbura, il a tout de suite été séduit par notre programme, par nos orientations, et nous l'avons accueilli en grand homme d'État. Pierre Aski. Est-il exact que le Burundi se soit porté candidat à l'organisation du sommet franco-africain de l'année prochaine? Et plus généralement, quel jugement portez-vous sur ce type de rencontre assez unique entre une bonne partie d'un continent et un seul pays développé qui est la France? Le Burundi ne s'est pas encore porté candidat parce que traditionnellement, on se porte candidat à abriter la conférence franco-africaine à la conférence précédente. Mais le Burundi a ses idées, fait des approches, informé les voies, les possibilités d'organiser cette conférence. Alors nous proposerons à la prochaine conférence qui aura lieu en France, et nous pensons qu'à cette occasion, le président français et les présidents africains qui seront là-bas soutiendront cette idée ou pourraient la refuter. Nous tenons à cette conférence parce que c'est une des rares conférences qui nous met en présence d'un pays industrialisé qui représente globalement les pays du Nord, les pays que nous appelons du Nord. Alors, nous autres, Africains francophones, nous estimons qu'il faut de telles rencontres parce qu'ils nous permettent de parler à un niveau appréciable des problèmes du monde. C'est une occasion pour nous de participer à des essais de solutions, de nous exprimer devant quelqu'un qui représente les pays industrialisés, et pour que les pays industrialisés dans le futur dialogue nord-sud que nous espérons qui va reprendre son cours normal, il faut qu'ils nous comprennent et il faut que nous ayons une occasion de nous exprimer autre que celle que nous faisons au cours des interventions dans le cadre comme celui-ci, dans le cadre des journalistes. Il faut que nous puissions organiser entre la France et nous une conférence traitant tous les problèmes internationaux. Et c'est une occasion que, fort heureusement, la tradition va consacrer, où régulièrement, une fois par an,
il y a des rencontres entre pays francophones et même d'autres qui le désireraient et qui sont régulièrement invités et pour parler de toutes ces questions. Vous voyez qu'il y a des traditions actuellement qui se font, des rencontres entre pays industrialisés, en Europe, en Asie, au Japon particulièrement, en Amérique du Nord. Il y a des rencontres entre pays africains dans le cadre de l'OUA et il y a d'autres rencontres de ce niveau. Et nous estimons qu'il est bon qu'il y ait aussi des rencontres entre les pays du Nord et les pays du Sud. Comme les pays du Nord n'acceptent pas ce genre de rencontre, si un des pays l'accepte, nous, on ne peut pas refuser ce principe. Vous avez longuement évoqué les relations entre le Burundi et la France, Monsieur le Président. Vous avez aussi évoqué l'OUA. Je crois que dans les aspects de la politique extérieure du Burundi, nous y venons maintenant. Et Jean-Louis Ponti, je crois vous poser une question à ce sujet. Oui, sur le plan panafricain, après 2 tentatives avortées, l'OEA est enfin arrivé à réunir le 19e sommet. La première question que je voudrais vous poser, Monsieur le Président, c'est vous étiez à Tripoli 1, vous n'étiez pas à Tripoli 2, et vous n'étiez pas à Addis Abeba. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous étiez absent aux 2 dernières réunions, l'une avortée, l'autre réussie? D'abord, j'étais à Tripoli 1 parce que il fallait y être et que le calendrier le permettait. Et qu'en principe, je participe à toutes les réunions de l'OUA. Ensuite, nous n'étions pas à Tripoli 2 parce qu'à cette époque, nous redoutions un échec et nous avions donné des instructions à la position du gouvernement du Burundi qu'il fallait éviter cet échec et que si on n'arrivait pas à avoir un quorum ou un compromis quelconque, il valait mieux postposer la réunion. Et c'est ce qui se fait. À Addis Abeba, on n'était pas parti à Addis Abeba plutôt pour des raisons internes, pour des raisons de calendrier interne. Nous étions empêchés par d'autres programmes, mais la position du Burundi a été bien exprimée. C'est celle qui a été adoptée. C'est qu'il fallait relancer les 3 nobles lois, c'est qu'il fallait trouver les compromis nécessaires pour pouvoir continuer dans la voie qui est la nôtre, c'est de nous concerter dans le cadre des pays du continent. C'est arrivé, heureusement, ça a été un succès. D'abord, les travaux ont eu lieu, et ensuite, il y a eu des décisions et des recommandations qui vont dans le sens de la solution des problèmes qui sont les nôtres, de la solution des problèmes de la paix, des problèmes de la décolonisation, des problèmes de l'autodétermination. Hamza Kaïdi, puis Pierre-Luc Séguillon. Monsieur le Président, vous venez de dire l'OUA, ça a été un succès. Pourriez-vous nous dire, est-ce que vous pensez que l'organisation intercontinentale est désormais sauvée, premièrement? Et pourriez-vous nous dire aussi ce que vous pensez de ces questions de quorum qui, à 2 ou à 3 reprises, ont menacé l'existence même de l'OUA? L'organisation internationale est sauvée, les travaux ont eu lieu, ils continueront l'année prochaine à Conakry. On a donc jeté les bases des futurs travaux. Et quant aux problèmes, ils se poseront, ils se posent actuellement, ils se poseront et nous serons là pour les résoudre. C'est les problèmes qui sont posés qu'on va se poser, mais il y a déjà une voie. Vous savez que nous commençons à créer un droit traditionnel dans les organisations africaines, un droit non écrit, où des résolutions qui sont prises doivent être respectées, des décisions qui sont prises doivent être respectées. Et s'il ne l'était pas, il faut trouver des compromis nécessaires qui ne remettent pas en cause l'autorité de l'OUA. C'est ce qui s'est fait. Et d'autres problèmes pourront être soulevés. Les résolutions sur le Sahara occidental, s'ils n'étaient pas suivis, il faudrait trouver d'autres modes de solution, mais il ne faudrait en aucun cas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Il faut donc à la fois sauver nos principes et sauver l'OUA. Nos principes veulent l'autodétermination. Cette autodétermination a été acceptée en ce qui concerne le Sahara occidental au 18e sommet de Nairobi. Cette autodétermination a été confirmée à Addis Abeba. Il n'y a donc aucune raison qu'on ne puisse pas avoir dans l'avenir
des solutions de ce genre sont confirmées. Mais est-ce que précisément vous ne craignez pas, malgré tout, que si l'unité a été sauvée, l'absence provisoire ou le départ provisoire des représentants de la République du Sahara et la résolution qui prévoit les négociations directes entre Marocains et représentants du Sahara occidental est une manière de différer et d'ajourner la question? Il y a quand même un calendrier qui a été adopté. Et nous verrons que si ce calendrier n'est pas respecté, nous verrons qui est contre les résolutions de l'OIA. Et un calendrier qui a été accepté par la conférence au sommet d'Addis Abeba. Ce calendrier prévoit une consultation ordinaire, un référendum sur l'autodétermination sous les auspices de l'OIA et de l'ONU. Et ce calendrier fixe et clair et strict. Et ce calendrier devait être exécuté avant les prochains travaux de Conakry. À ce moment-là, nous verrons qui est contre la charte de l'OIA, qui est contre les résolutions de l'OIA. Monsieur le Président, je voulais poser une question à propos de la Namibie. Le dernier sommet de l'OIA a repris ces différentes positions antérieures concernant le problème de la décolonisation de la Namibie. Quoique cette question a été plus ou moins éclipsée par l'affaire du Sahara occidental. Cependant, on relève une certaine exaspération de la communauté internationale et particulièrement africaine à propos des atermoiements du groupe de contact et surtout en raison du rôle des États-Unis qui épousent la thèse du linkage, c'est-à-dire liant la présence des troupes cubaines en Angola comme prétexte au problème de la décolonisation de la Namibie. Une idée fait son chemin actuellement dans certains milieux africains qui estiment qu'il serait peut-être nécessaire d'envisager une intervention directe beaucoup plus présente dans l'affaire de la Namibie et pourquoi pas jusqu'à une intervention militaire au nom de l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une solution possible ou envisageable? C'est une question extrêmement compliquée. D'abord, il s'agit de la décolonisation. Et vous savez, et nous savons que les problèmes de décolonisation sont des problèmes compliqués. Et pendant plus de 20 ans, les nations d'Afrique, les nations d'Asie sont battues pour une idée. C'était l'indépendance, l'autodétermination et la souveraineté. Après quoi, les nouveaux pays indépendants étaient prêts à coopérer, avoir de bons rapports, de bonnes relations de commerce, d'industrie, la participation à l'évolution paisible du monde. Mais il y a eu toujours des résistances. Et chaque fois qu'il y a eu des résistances, les pays colonisateurs étant plus puissants diplomatiquement, plus puissants économiquement, plus puissants militairement, ils n'acceptaient pas. Il fallait donc se battre. Il fallait se battre à deux niveaux. Au niveau d'abord de la conviction, il fallait convaincre le monde qu'on est dans son droit. Il fallait ensuite mener des actions de violence, malgré nous, des actions militaires. Et ceci s'est passé presque sur tout le continent africain du nord au sud. Ça a été un vent qui a balayé tout le continent du nord au sud. Et nous nous approchons vers le sud, le noyau dur. Et ce noyau dur, c'est le plus compliqué. Alors, chaque État africain a une position. La nôtre, que nous essayons de confronter avec les autres pays africains, c'est qu'il faut négocier. Parce que la négociation évite beaucoup de violence, beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup de pertes en matériel, beaucoup de destruction. Mais il faut négocier d'une façon crédible. Il faut négocier tout en combattant. Il faut avoir à la fois la lance et le rameau d'olivier, comme dirait le président de l'AFP. Nous devons continuer à négocier avec tous ceux qui sont intéressés par le problème namibien, mais nous ne devons pas abandonner de soutenir des mouvements de libération qui se battent sur le terrain. Alors, plus tôt la négociation réussira, mieux sera pour nous. Parce que nous aurons préservé beaucoup de pertes, parce que nous aurons préservé beaucoup de destruction. Mais même pour l'Afrique du Sud, il faudra continuer à négocier, à sensibiliser tous les États, tous les peuples, toutes les organisations, de partis, de syndicats, de leur région, sur la situation inhumaine qui prévaut en Afrique du Sud. Et en même temps,
mener une action militaire à l'intérieur du système pour qu'avec le temps, nous puissions le changer. C'est donc une lutte, une action historique. C'est une action qui ne se décrète pas. Un jour, à l'OIA, on ne décrétera pas que la Namibie est indépendante ou qu'elle doit l'être et qu'elle le sera. Mais nous allons décider, et nous ne connaissons pas quand, mais nous allons décider de continuer la lutte jusqu'à ce que la Namibie soit indépendante. C'est peut-être dans un an, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 20 ans. Mais ça doit continuer parce que c'est un principe que si on le reniait, la victoire que les peuples du monde ont acquis sur l'esclavage, sur le racisme, sur le fascisme, c'est remise en cause. Donc une question de principe que fort heureusement, la plupart des peuples de la Terre acceptent. Pierre-Luc Séguillon. Oui, de ce point de vue, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes tout à fait satisfait du rôle que peut jouer la France dans son rôle international sur la recherche d'une solution en Namibie? Et deuxièmement, à propos de l'Afrique du Sud, de votre point de vue, dans cette recherche de négociation, est-ce que vous croyez que des pays comme la France doivent boycotter partiellement, comme ils l'ont fait, ou boycotter plus généralement, notamment au plan économique? Qu'est-ce qui va le plus dans le sens d'une solution? La France a déjà fait beaucoup. Vous savez, dans ce qu'on appelle le groupe de contact, la France a fait beaucoup par la déclaration de son gouvernement sur la nécessité de l'indépendance de la Namibie. Et cela, d'ailleurs, a eu comme conséquence que les pays africains ont été encouragés à négocier, que ce soit à l'OIA ou que ce soit dans des groupes plus restreints, tels que le groupe des pays de la ligne de front. La France a donné beaucoup d'espoir à ces deux organisations, comme quoi on peut continuer à négocier, comme quoi il y a quelqu'un des pays industrialisés qui comprennent ces problèmes. Deuxièmement, la France pourrait boycotter toutes les actions en Afrique du Sud qui sont contraires à l'intérêt de la démocratie dans le pays. Toutes les actions économiques, militaires, commerciales qui pourraient renforcer le système d'apartheid. C'est un souhait que vous formulez. C'est un souhait et c'est une demande. Et le gouvernement français, les ministres français que j'ai rencontrés ont exprimé cette possibilité. Jean-Claude Ponmonti. Moi, je voudrais vous poser deux questions qui sont liées à celle-là. La première, c'est, vous avez dit, on a sauvé l'OUA, et il s'agit d'en sauver les principes également. Alors, ce que je voudrais vous demander, puisqu'on est juste après le 20e anniversaire de l'OUA, qu'est-ce que ça veut dire sauver de l'OUA? Ça veut dire sauver un forum, sauver une tribune, ça veut dire sauver un organisme éventuellement d'intervention. Est-ce que ça veut dire aussi sauver quelque chose qui plus tard pourra devenir une espèce de, je dirais pas de confédération panafricaine, mais quelque chose de plus constitué, de plus solide? Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est à propos, ça permettra la transition peut-être sur les questions de non-alignement et du dialogue Nord-Sud, c'est que tout à l'heure, à propos du sommet franco-africain, vous avez dit « je suis pour », dans le fond, parce que ça nous permet de rencontrer un pays du Nord, comme la France, qui représente les autres pays du Nord, c'est une occasion de dialogue, de mieux se connaître, etc. Alors, à ce sujet-là, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment, comme sur le problème de l'Afrique australe que vous avez posé tout à l'heure, sur le problème de la Namibie, sur le problème des relations avec le Nord, est-ce que vous avez le sentiment qu'on progresse ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'écarte en ce moment? Pour la première question, il s'agit de sauver l'OUA tel qu'il est actuellement. Et donc, un forum qui a ses traditions, qui a ses statuts et qui a ses objectifs. Il ne s'agit pas de préconiser une grande fédération, une grande confédération d'États. Il s'agit de sauver l'OUA tel qu'il est et tel qu'il fonctionne actuellement, avec ses imperfections, avec ses défauts et avec ses espoirs. Et c'est à cela que nous sommes arrivés. La deuxième question concernant la conférence franco-africaine, en ce qui concerne le dialogue entre pays industrialisés et pays du tiers-monde, d'abord, les problèmes du tiers-monde se discutent, se traitent à plusieurs niveaux. Et un niveau de plus est considéré par nous comme un progrès. On traite des problèmes du tiers-monde au sein de l'Organisation des Nations Unies, à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
et on les traite dans d'autres organisations sectorielles. Alors, traiter les problèmes du tiers-monde à l'occasion de la conférence devenue traditionnelle de France et des pays d'Afrique est un progrès. Est un progrès parce que ce que nous n'avons pas pu exprimer dans les forums constitués pourrait être exprimé et affiné dans des forums restreints comme celui de la franco-africaine. C'est donc pour moi un progrès. Je pense que nous progressons dès lors que nous sommes à même de nous exprimer à haut niveau, librement, et nous sommes sûrs d'être écoutés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pays, les nations et les gouvernements ont deux préoccupations plutôt d'ordre local et interne. Que le gouvernement français, le gouvernement britannique, le gouvernement des Pays-Bas se préoccupent des problèmes internes, des élections, des problèmes de chômage, des problèmes économiques, des problèmes de salaire. Et ils se préoccupent très peu des problèmes qui se passent de l'autre côté des océans, mais qui ne sont pas moins importants. Comme nous sommes dans une situation de faiblesse, nous demandons que nos partenaires acceptent de discuter avec nous des problèmes qui sont nôtres, qui sont des problèmes des pays en voie de développement, mais qui sont aussi des problèmes des pays développés. Et s'ils acceptent et qu'ils viennent à la table de discussion aux Nations Unies, à la CNUSED, à la franco-africaine et dans d'autres conférences reconnues, c'est un progrès. On ne pourrait pas s'imaginer que des chefs d'État qui ont des problèmes internes, des chefs de gouvernement qui ont des problèmes internes, que ce soit au nord ou au sud, puissent régulièrement se retrouver pour perdre du temps. Dès lors qu'on vient, c'est qu'on estime que c'est important de venir. Je dis donc que pour nous, c'est un progrès. La conférence franco-africaine va faire progresser les problèmes de l'humanité, va aider, contribuer à trouver des solutions aux problèmes qui se posent, aux problèmes de déséquilibre actuel dans l'économie, dans le commerce, dans les finances, dans l'information. En fait, la conférence franco-africaine va contribuer à aider l'avènement d'un nouvel ordre économique mondial. Je crois qu'en politique extérieure, il y a un problème qui a été évoqué, mais sur lequel il faut que nous revenions nécessairement, le problème de coopération régionale. Et Pierre Aski a une question à vous poser, je crois, à ce sujet. Oui, Monsieur le Président, la géographie dicte une bonne partie de la diplomatie du Burundi. Et on l'a vu il y a quelques années lors du conflit, par exemple, en Ouganda, les approvisionnements pétroliers et autres du Burundi ont été bloqués pendant plusieurs semaines. Alors comment le Burundi vit-il son enclavement et comment essayez-vous d'atténuer les effets de cette situation géographique qui vous oblige à dépendre des pays voisins? Quand il y a des conflits entre pays voisins, le troisième doit nécessairement en souffrir quelque peu. Que ce soit au Burundi ou ailleurs, chaque fois qu'il y a des conflits, même les pays moins voisins en prennent des contre-coups. Le Burundi a eu des problèmes lorsqu'il y a eu des conflits dans la région. Ce n'était pas la première fois. Lorsqu'il y a eu des conflits en Angola, lorsqu'il y a eu des troubles aux Zaïre, il y a une bonne partie des marchandises burundaises à la sortie comme à l'entrée qui passaient par le port d'Obito qui ne passaient plus. Alors il a fallu trouver des voies alternatives, passer par des voies par lesquelles on ne passait pas auparavant. C'était notamment la voie du Nord à travers le Kenya et l'Ouganda. Et ça a marché jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes, encore une fois, au Kenya et en Ouganda. Alors, nous pensons qu'il n'y aura pas toujours de problèmes en Afrique et que cette question est résolue, que notamment les conférences et les organisations africaines pourront résoudre et prévenir des conflits. Nous le faisons au niveau de l'Afrique, nous le faisons au niveau des parties de l'Afrique. Nous le faisons avec justement la Tanzanie, l'Ouganda. Une fois le conflit terminé, il faut penser dessus et refaire les communautés économiques. Nous le faisons avec le Rwanda. Et nous avons une communauté économique et politique avec le Zaïre et le Rwanda. Et nous pensons ainsi résoudre le problème de la paix et de la sécurité dans la région et amorcer l'essor économique. Monsieur le Président, cette politique de coopération régionale renvoie à une autre idée qui a été développée au sommet de la Havane et Delhi, ensuite des non alignés, et qui consiste à
a engagé ce qu'on a appelé depuis l'option Sud-Sud sur le terrain de la réalisation. Option Sud-Sud qui consiste à développer la coopération entre les pays du tiers-monde et particulièrement ceux qui sont membres des non-alignés. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, dans quel domaine le Burundi, dans quel domaine et avec quel pays, par exemple, autre que ceux des pays voisins de la région, quel pays donc le Burundi développe-t-il cette coopération, cette option Sud-Sud? L'option Sud-Sud, c'est ce que nous faisons lorsque nous nous organisons dans notre région pour amorcer des échanges et pour amorcer des complémentarités et pour ne pas à chaque fois devoir exporter dans le nord et importer du nord pour pouvoir exporter dans la région et importer dans la région. Et c'est ça l'option Sud-Sud que nous appelons plutôt, nous autres au niveau africain, le plan d'action de Lagos, qui est arrivé à la conclusion qu'il fallait que les économies africaines soient complémentaires entre elles et non pas concurrentes. Et nous sommes à ce niveau. Je ne sais pas s'il faudrait d'autres options, mais nous sommes ouverts à tout échange avec n'importe quel pays du monde. Dernière question sur la politique extérieure, Pierre-Luc Séguillon. Je ne sais pas si ça entre dans la coopération Sud-Sud, mais il y a une coopération de l'État d'Israël avec certains pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez pour ces pays africains et qu'est-ce que vous en penseriez pour le Burundi? D'abord, ces pays africains sont souverains. Et un de nos principes, c'est de ne pas nous ingérer dans les affaires intérieures des autres pays et des voisins. Et ça, c'est le premier principe que nous respectons. Mais en ce qui concerne le Burundi, nous estimons que le moment n'est pas encore venu de coopérer avec l'État d'Israël. Ce moment viendra dès lors que la question du Moyen-Orient trouvera une solution telle que cela avait été envisagé, notamment la solution du problème de la paix entre Israël et ses voisins. Et cette question de la paix passe nécessairement par la solution à trouver pour le peuple de Palestine. Non-ingérence dans les affaires des autres, non-alignement, solidarité avec les pays du Sud, coopération internationale, quelles sont les grandes lignes de votre politique extérieure? Et la politique intérieure, où en est la démocratisation de vos institutions? La démocratie, c'est beaucoup et c'est tout, et puis finalement, il faut l'expliquer. Notre idée de démocratie, c'est qu'il faut faire ce que les gens demandent. C'est que l'État du Burundi doit s'organiser d'après les aspirations du peuple du Burundi. Alors nous avons procédé par un large tour d'horizon avec les organisations de base pour trouver un mode d'organisation qui soit acceptable pour tous les Burundais. Et ce mode d'acceptation a été trouvé et vous le trouverez dans la Constitution. Nous avons donc une Constitution. Et cette Constitution montre clairement la façon dont le Burundi doit être gouverné, la façon dont les gouvernants doivent être choisis. Et je pense que cette constitution est respectée par tous les Burundais. Et je pourrais brièvement expliquer qu'il y a un président de la République qui est chef du gouvernement, qui est chef de l'exécutif, qui est élu au suffrage universel, donc qui est responsable devant la nation, qu'il y a une Assemblée nationale élue au suffrage universel secret, et que cette Assemblée nationale a un rôle de légiférer et de contrôler les administrations à tous les niveaux. Ensuite, il y a une autorité judiciaire qui est indépendante dans ses décisions. C'est à peu près tout. Alors, ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien et nous sommes même chargés du bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est la démocratie peut-être politique, mais il y a d'autres démocraties. Il y a la démocratie économique, il y a la démocratie sociale, il y a les relations avec les autres pays. Et cette démocratie-là va trouver, non pas dans la Constitution, mais dans la pratique et surtout dans la charte de l'IPRONA, dans les résolutions des congrès de l'IPRONA, dans les résolutions des congrès des mouvements de masse qui sont chez nous, les mouvements des jeunes, les mouvements des ouvriers, les mouvements des femmes, les associations culturelles, diverses, d'intellectuels, etc. Donc c'est finalement un système compliqué qui est loin de ressembler au système français, vous en conviendrez, mais qui répond actuellement aux aspirations des Burundais. Quelqu'un d'autre pourrait-il les remettre en cause? Oui, il y en a qui les remettent en cause, mais pour le moment,
Et je vous assure que le peuple burundais adhère à cette organisation. Bouzipouza. Monsieur le Président, l'année prochaine, je pense qu'il y aura des élections présidentielles au Burundi. Est-il possible de vous demander si vous êtes en mesure de nous dire si vous allez vous représenter pour un autre mandat? Non, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Vous êtes jeune, Monsieur le Président. Ah, on peut prendre sa pension à tout âge. Pour terminer encore sur la politique intérieure, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'après 8 ans de pouvoir, vous pouvez constater aujourd'hui que les cicatrices sont bien fermées, que les mauvais souvenirs du passé n'existaient plus et que le Burundi aujourd'hui est un État uni, ce qu'on a vu à l'extérieur et qu'on a traduit en termes de conflits ethniques, est-ce que pour vous tout cela est passé et définitivement? C'est difficile aussi à répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, on a beaucoup exagéré et je ne peux pas défendre le passé puisque j'ai participé activement à le renverser. Et les gouvernements qui étaient responsables de cette époque n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et ils méritent ce qu'ils ont eu. Mais à l'extérieur, on a beaucoup exagéré. Et les luttes internes qu'il y a eu au Burundi sont passées. Il y en aura d'autres, je suis sûr, mais ils seront peut-être d'une autre nature. Ce seront des luttes politiques, des mésententes de niveau politique. Et je ne crois pas qu'il y ait plus, que nous puissions plus craindre des événements tels que nous avons connus. Passons aux questions économiques avec une question de Pierre-Luc Séguillon. Oui, pendant ces 8 ans, il y a eu la mise en œuvre de la démocratie, mais il y a eu aussi un formidable effort de développement économique. Et de manière originale. Si j'ai bien compris, le plan qui vient de s'écouler, le plan économique, était fondé notamment au départ sur une large part consacrée à l'autofinancement fondée sur l'épargne populaire. Alors vous n'avez pas pu tout à fait, dans le cours du développement de ce plan, respecter les équilibres que vous aviez souhaités au départ, puisque l'on est passé, je crois, de 40% d'apport extérieur à 60 à 70%. Mais vous allez lancer un nouveau plan à partir de cette année qui s'étendra jusqu'en 87. Comment vont se situer les parts respectives de l'apport intérieur, fondé sur l'épargne, et de l'apport extérieur? L'apport extérieur restera prépondérant puisque les moyens, il faut bien les chercher là où il y en a. Et il y en a beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'épargne intérieure est faible, nous l'estimons à 5% du produit national. Tandis que les possibilités extérieures sont là. Il y a des fonds dans les banques de tout ordre. Et nous essayons de les mobiliser également. Mais nous ne faisons pas beaucoup d'éditions. Ce qui est important, c'est l'épargne intérieure. Et si les possibilités extérieures viennent, nous ne pouvons que les accueillir à bras ouverts. Alors, nous estimons pour le prochain plan à des proportions, je pense, de 45 à 65%. Donc, l'épargne intérieure pour 45% et les possibilités extérieures pour 55%. Mais cela, c'est surtout pour les investissements publics et les investissements des grandes entreprises, des sociétés connues et structurées. Parce qu'il y a un secteur non structuré, non inventorié, non mis sur les statistiques, qui est l'épargne et les investissements des ménages. Ceux-ci ne sont pas naturellement concernés par l'épargne intérieure. Ils ont été laissés délibérément de côté parce qu'ils ne sont pas quantifiés. Piaski. Oui, votre pays participait voilà, bientôt 2 ans à la conférence des pays les moins avancés à Paris. Est-ce que concrètement, quelque chose a changé pour vous depuis cette conférence? Est-ce que les engagements qui ont été pris à ce moment-là ont été tenus ou est-ce qu'il s'est encore agi d'une conférence qui n'a débouché sur rien? Ces engagements, pour les uns, c'était des engagements formels et pour d'autres, ils ne sont pas engagés. Ils ont dit c'est bien, nous avons compris, mais on va demander l'avis de nos gouvernements. Et jusqu'à présent, ceux qui sont engagés à faire un peu plus d'efforts pour les pays les moins avancés n'ont pas encore répondu, sauf le gouvernement français qui a déjà augmenté depuis l'année dernière sa contribution de plus de 25% par rapport à ce qu'il faisait avant. Alors nous continuons à négocier avec les autres gouvernements, mais les choses en restent là. Hamza Kaidi. Monsieur le Président, 2 questions si vous permettez, assez rapidement. La première, votre pays organise, je crois, une table ronde des aides extérieures assez prochainement. Pourriez-vous nous dire quel est le but d'une telle rencontre et ce que vous attendez d'elle? Et secondo, votre pays dépend beaucoup pour son commerce extérieur d'un seul produit, à savoir le café, près de 90% des recettes en devises, je crois. Pourriez-vous nous dire aussi quels sont les aléas de
la baisse des cours du café. Nous organisons tous les 5 ans une grande conférence où nous associons tous nos partenaires pour leur présenter les possibilités d'intervention, les possibilités d'investissement et les possibilités de coopération. Et nous nous basons sur le plan de développement qui est quinquennal. Donc la conférence s'est finalement présentée le plan, a dit voilà, nous avons une étude cohérente des problèmes économiques et sociaux des 5 ans à venir. Et nous vous demandons d'intervenir dans tel domaine. Alors nos partenaires acceptent ou n'acceptent pas. Il s'agit donc de réunir tous ceux qui sont intéressés à quelque titre que ce soit à une conférence à Bujumbura et de négocier avec eux la capacité et la philosophie de leur intervention. Il y en a qui vont intervenir avec l'assistance, l'aide et la coopération, d'autres qui vont intervenir avec le financement, d'autres qui vont intervenir avec des cofinancements. C'est donc un forum où on examine les possibilités d'intervention de nos partenaires de tout niveau. Dr Ponti, une question économique encore? Non, je pensais poser une question sur l'homme. Eh bien, très bien, nous arrivons à la fin de ce club de la presse et nous voudrions savoir un peu plus sur vous, Monsieur le Président. Dr Ponti. À propos de l'introduction qui était faite tout à l'heure, Hervé Bourges vous a présenté comme un démocrate progressiste. Ça vous plaît, ça, comme formule? Je pense que je suis démocrate parce que j'ai suscité dans mon pays et à l'extérieur des aspirations à la liberté et à la paix. Je ne sais pas si je suis progressiste parce que je refuse cette division qu'on veut nous coller, où on veut nous faire croire que nous sommes progressistes ou modérés. Nous devons rejeter les étiquettes qu'on veut nous coller dessus. Nous sommes progressistes suivant votre jugement. Mais nous ne nous considérons pas comme progressistes, nous nous considérons comme des gens qui défendent les intérêts de nos peuples en politique extérieure, les gens qui défendent les intérêts de tous les peuples de la terre. Lorsque nous prêchons la paix, la négociation, lorsque ça ne va pas à l'arbitrage et non pas